question un peu brutale au début. Quand vous avez changé de casting pour le petit gamin, enfin le petit lui, vous avez changé de partenaire. Parce qu'il y a un bond quand même entre 1929 et 1934, Ouais. les 5 ans à ces âges-là. Enfin, on a tous eu des gamins pour faire jouer le même. Il aurait fallu prendre un plus vieux pour jouer le plus jeune. Et en vrai, on pouvait vraiment, graphiquement et tout ça, je trouvais que ce soit important qu'au début du film, quand il se jette, ce soit vraiment un tout jeune. Enfin, on se dit c'est vraiment un enfant quoi, qui fait un geste totalement inattendu, inacceptable à nos yeux. Enfin, et donc, du coup, ça induisait après, dans la deuxième partie, d'avoir un autre acteur pour faire l'enfant plus âgé. Et à la hauteur. Hein? Il était bien à la hauteur. Ouais. Ben, je trouvais, en fait, sur l'idée de se... Souvent, au cinéma, on se pose souvent la question, même au théâtre de temps en temps, mais de se dire si, par exemple, vous jouez des frères, ou si des sœurs, ou une fille, une mère, ou ces choses-là, il y a l'idée de la ressemblance, ou l'idée de... Et en fait, très rapidement, quand on observe autour de soi, et chez soi, c'est pas aussi évident que ça, en fait. On a... c'est presque une convention, quoi. À partir du moment où si vous me dites c'est mon fils, ben, de fait c'est votre fils, c'est-à-dire que il n'y a pas de... Et moi je vois typiquement dans la vie, avec mon père, on ne se ressemble pas du tout. Alors vous allez dire oui mais c'est peut-être pas ton père, on est tous d'accord, mais il n'empêche que a priori, non mais je veux dire, tu vois, quand tu n'as aucune ressemblance physique, tu dis à un moment tu fais c'est quand même... bon, c'est mon père. Et le fait qu'on ne se ressemble pas n'empêche pas que c'est mon père. Et si je devais faire un film et que je raconte l'histoire je suis sûr qu'il y aurait une question, je me dis je veux cet acteur pour jouer le père et je veux ce gars pour jouer le fils, on me dirait mais quand même ils sont vraiment à l'opposé quoi. Tu fais, oui. Mais si je te dis que c'est son fils, c'est son fils. Il y a quelque chose où je pense que, et pareil pour les deux âges, ces deux enfants ne se ressemblent pas, mais il y a une chose qui les lie, c'est déjà la convention qu'on établit au début en disant ben si c'est le même, donc si je vous dis que c'est le même, c'est le même, et non mais enfin et le regard. Alors moi c'est par les yeux, c'est ça qui m'intéressait. C'était, puisque c'est la manière dont cet enfant écoute cette femme chanter, il a la capacité à l'entendre chanter voilà, de manière particulière, je me disais, c'est comment il la regarde. Et en fait, c'était vraiment sur comment cet enfant regarde le monde. Et si vous regardez les deux regards, ils sont à un endroit assez similaire, dans l'intensité et dans l'espèce de fragilité qu'ils ont avec ça. Votre collaboration avec Pierre Lemaitre, elle est arrivée comment Elle est arrivée parce que quand moi j'avais rencontré Pierre, je suivais le travail de Pierre depuis des années comme auteur, j'aime énormément ce qu'il fait, depuis ses premiers livres, hein, donc c'est bien avant Au revoir là-haut, mais voilà, il fait partie des auteurs que j'aime énormément. Un jour on a eu l'occasion d'être dans un festival comme celui-ci où on était jury tous les deux. On s'est vraiment rencontrés, une vraie rencontre. Et puis un an et demi après, il est venu me proposer, avec Gaumont, ils sont venus me proposer la réalisation de Couleurs de l'incendie. Ouais, j'étais fou de joie parce qu'effectivement, d'un point de vue voilà, très personnel, au-delà d'aimer la littérature de Pierre, ce cinéma-là est un cinéma c'est vers là que je veux faire du cinéma. Ce que j'appelle, mais il ne faut pas le prendre du tout avec une idée de prétention, mais
ce que j'appelle le grand cinéma populaire, c'est-à-dire s'inscrire dans quelque chose qui parle à absolument tout le monde, toutes les générations, sans faire de concessions justement pour être consensuel et tout ça, mais proposer quelque chose qui soit un spectacle pas con, si possible. C'est-à-dire l'idée de se dire que ce qu'on appelle l'entertainment et pas, ou le divertissement ne soit pas lié à du vide. Et moi je me souviens de choses, alors vous allez me dire ah oui mais évidemment c'est des grands films et tout ça, mais de toute façon il vaut mieux tendre à des grands films si on essayait d'en faire un qui soit pas trop mal. Donc je me souviens gamin d'avoir vu notamment Spartacus, et je sais pas, je devais avoir 10 ans. Et je ne savais pas que c'était un film de Kubrick, je ne savais pas que c'était Kubrick, je n'étais pas dans la problématique de me dire il y a des génies, pas des génies. Non, je suis allé voir un film spectaculaire. Je me suis régalé. Et ça m'a fait travailler derrière. Je me disais, mais en fait, ce gars, il se révolte parce que le sujet est venu me perturber. Et du coup, je me suis dit, ben, ça, c'est. Je pourrais dire ça de plein de films. On regarde les films de Scorsese, mais même les films de Duvivier, même les films de Verneuil. Enfin, il y a du grand spectacle. On allait tous au cinéma, peu importe l'âge, le sexe, le truc, c'était pas le problème. Tu vas au cinéma pour aller au spectacle. Et il y a des sujets, il y a des thèmes, il y a des super acteurs, des super actrices, t'es pris dans quelque chose et qui repense, quoi. T'es dans et cette envie alors évidemment c'est très ambitieux hein, et peut-être on n'y arrive pas, mais j'essaye. C'est-à-dire que c'est ça qui m'attire. Donc la littérature de Pierre par rapport à ça, elle est évidemment plus qu'un support. C'est-à-dire qu'il pousse les personnages très loin. Il est épique, il est aventureux, il n'a pas peur de mettre dans la grande histoire des choses complètement incroyables. Le geste de Fanny Ardant, enfin, ce revenge de notre héroïne, de Léa dans le film, il est quand même juste je sais pas, je jubile à voir ça. J'ai un plaisir non fin à me dire, waouh, qu'est-ce que cette femme qu'on met à moins que terre, qu'on écrase dans ce monde d'hommes, machin, tu fais, waouh, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et le moment où elle se trouve et où elle prend, où elle passe de l'autre côté et que ça se pose et qu'elle met en place un schéma où nous, spectateurs, moi je dis mais c'est un génie. Je ne vois pas ce qu'elle est en train de faire, tu ne comprends pas son plan, tu comprends et à la fin, pam, 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 tout se met en place. Tu fais, ouais. Moi c'est un bonheur de cinéma, je trouve, voilà. Et qui donne aussi une humanité même à des personnages qui sont très désagréables, comme le personnage de Joubert. Je trouve que joue merveilleusement Benoît, mais c'est le méchant, l'adversaire, celui qui fait des choses épouvantables, mais il y a à la fois dans l'écriture, dans ta direction et dans le jeu de Benoît, quelque chose de poignant malgré tout, alors qu'il est odieux. Et ça, moi j'adore ça. Ouais. Le rôle, Léa, c'est une sorte d'Edmond Dantès au féminin, une sorte dans un conte de Monte Cristo un peu. Un peu, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui veut se rendre justice, en tout cas qui veut trouver sa place. Mais enfin, c'est vrai que dans un premier temps, cette femme ne la trouve pas du tout. Enfin, ne se pose même pas la question de où est ma place de femme dans ce monde, etc. C'est une mère avant tout, une mère protectrice, une femme qui a vécu dans un cocon. Sans avoir évidemment travaillé, ne sachant pas faire grand-chose, et qui se retrouve à la tête d'un empire et menacée de toutes parts parce qu'elle ne répond pas à la demande. C'est-à-dire que la demande, ce serait qu'elle épouse Gustave Joubert, on n'en parle plus, il tient la banque, et puis voilà, son sort est réglé. Son destin, il y a beaucoup de femmes, je pense que leur vie était réglée comme ça. Et sois content parce que tu as beaucoup d'argent et ça ira très bien. Mais bon, il se trouve que cette femme, malgré tout, même si elle est très fragile, est assez docile et qu'elle a plutôt, elle est plutôt à la merci des gens pas toujours bien intentionnés autour d'elle. En elle, il y a quand même un petit éclair de résistance, ne serait-ce que quand elle dit non à Joubert, quand elle a une certaine hauteur d'esprit qui fait que ses sentiments, pour elle,
on voit qu'elle a une valeur, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, l'amour c'est pas n'importe quoi, l'amour c'est pour son fils, et c'est vrai qu'elle n'envisage pas toute cette malveillance et toute cette trahison possible autour d'elle. C'est quelque chose qu'on lui a pas, voilà, c'est un scénario que son père lui avait probablement pas évoqué. Donc cette fatalité, ce qui va lui tomber dessus, d'abord avec le drame de son fils, qui est le cœur du film, je pense, c'est le cœur c'est son moteur principal. Mais il y a quand même tout d'un coup le fait de tout perdre va faire que cette femme va dans un premier temps évidemment paniquer et se dire comment on fait c'est ce qu'elle dit à Dupré, comment on fait dans la vraie vie, comment ça marche. Et elle va trouver par la solidarité aussi, une solidarité féminine aussi qu'elle a avec Yana, la nourrice. Il y a une sorte elle se construit un monde beaucoup plus petit, beaucoup plus modeste, mais dans ce monde-là, au moins, elle va être elle-même. Et elle va devenir qui elle aurait dû être avant même. Elle se révèle, quoi. Elle se révèle à elle-même et aux autres aussi. Parce que même le personnage de Dupré va être assez comment dire, ça va l'intéresser de voir son évolution aussi. Oui, je pense de manière inconsciente, c'est des gens qui ne pensaient pas comme ça. Oui, ils ne pensent pas Enfin, je n'avais pas d'accès à l'idée de la psychologie. Non, mais il ne l'a jamais pris pour une idiote. Ah, jamais. Non, je pense que c'est des personnages mais la plupart d'ailleurs, à part l'oncle, à part le personnage joué par Gourmet, il représente, lui c'est vraiment la bêtise. Les personnages ne sont pas bêtes ni dans le roman, ni dans le... peuvent être abîmés, tordus, méchants parce que abîmés, enfin bref, ils ont des trajectoires qui sont... mais il y a un personnage qui représente la méchanceté bête, c'est vraiment le personnage de Gourmet, son oncle, qui pour le coup... et je pense que... C'est un parasite. Oui, mais c'est comme... C'est-à-dire on les connaît en fait. Où on en a dans nos familles. Parce qu'on se dit... et c'est des gens qui peuvent être très méchants malgré eux. En vrai, c'est tout à coup, tu as un Noël en famille et tu as une sorte de festin qui se met en place avec une cousine ou un gars qui se lève et qui dit voilà, de toute façon, moi, on m'a jamais rien donné, et qui insulte tout le monde. Et tu fais, mais gars, tu te réveilles à cette heure-là, je comprends pas d'où ça vient. Quelqu'un s'est construit un truc. Et il a cette... ça a toujours été la dernière roue du carrosse à l'intérieur de cette famille avec son frère. Son frère a fait fortune, il a été le leader de la famille, il a placé le frangin en député. Voilà, allez, mais prenez-le moi s'il vous plaît. Tu sens qu'il a cette espèce de... Et pareil, toute sa vie, il a dû à chaque fois, alors, comme député, comme il ne doit pas être super lumineux avec des grandes propositions de loi et des choses comme ça, il suit un peu, il essaye d'être affairiste. Donc, et puis il aime ses filles. Alors, il a deux filles, et ça, voilà, il a deux filles. C'est des personnages de composition parce qu'elles sont très mignonnes. Elles sont Oui, très- j'espère parce que là, vous les avez pas ratées. Non, puis en plus, c'est toujours délicat quand vous faites votre casting et que vous allez chercher des actrices, de dire, voilà, l'idée c'était pas de dire venez, soyez moche ou ingrate, et puis c'est très intéressant au contraire pour des acteurs de se grimer, mais tu dis à deux jeunes filles de dire attention, on va aller loin, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut vraiment donc il faut que ça vous amuse, il faut que vous en ayez envie, il ne faut pas que vous soyez malheureuse sur le tournage, il ne faut pas qu'il y ait de souffrance à la ZRHM, et c'est pour ça qu'à mon avis, plus on pousse les curseurs, plus c'est acceptable. Je pense que l'ingratitude visuelle, pour des gens, quelqu'un qui est connu, c'est pas pareil. On va le reconnaître tout de suite, on se dit ah là là, quel courage elle a eu ou quel courage il a eu d'être très moche ou tout ça. Mais des gens pas connus, pas identifiés, tu le prends direct en fait. C'est-à-dire que si c'est bien fait, tu dis oh là là qu'il est moche ou qu'elle est. Ça peut être très dur à vivre. Donc l'idée c'était pas ça, mais en poussant, comme c'est des personnages aussi qui ont une fonction de comédie, c'est-à-dire pas à hurler de rire, mais
en fait, ça nous gêne de sourire à ce type un peu bête qui a 2 filles très laides et que lui est convaincu que c'est des bombes atomiques. Et donc, à partir de ce moment-là, tu dis, ah ouais, le gars est vraiment pas sur Terre, quoi. Il est vraiment hors sol. C'est-à-dire, tu fais, mais c'est pas grave qu'elles soient pas très jolies, tes filles. Mais ne dis pas à tout le monde qu'elles sont très jolies. Tu embarrasses tout le monde à vouloir les marier, à les placer comme ça. Il y a un côté proxénète bizarre. Et en se disant, lui, les trouve vraiment très belles. Il n'y a pas de doute sur le... C'est le papa. Et puis surtout, il est absolument insensible à l'accident qui arrive à mon fils. Ah mais c'est... Et que sa folie et sa bêtise, cette bêtise est telle que le fils, ça devient quelque chose, son neveu, donc ça devient un truc complètement aléatoire par rapport à ses enjeux à lui. Et puis il a cette jalousie profonde du père, enfin, qui fait que... Bon... il se jette, l'enfant. Bon, bah, qu'est-ce qu'on y peut? Enfin, c'est-à-dire que, oui, oh, bah, c'est horrible, qu'est-ce que tu veux? Voilà, bon, maintenant, on va... Ah oui. C'est effroyable. Mais je pense que cette typologie de gens, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Oui. C'est-à-dire que dans nos familles, je pense que tu peux être confronté à des drames, à des choses, et où tu vois des réactions, où tu fais, ça n'est pas possible, ce que j'entends là. Mais où il y a un côté, ben oui, c'est dramatique la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, il a perdu 2 jambes, on va pas lui acheter une voiture. Et avec tu t'attends pas, tu dis, mais juste d'abord, on va faire gaffe déjà au gamin, comment il va, qu'est-ce qui... Et c'est, enfin voilà, la cruauté liée à la bêtise, c'est vraiment, il incarne ça, c'était le rôle de ce personnage, c'est vraiment ça, je trouve, est capable de sortir des choses d'une méchanceté. Il avait du mal, hein, d'ailleurs. Olivier, oui, parce que gentil, Olivier, c'est quelqu'un de tellement empathique et tellement adorable. Je me souviens dans la scène où, par exemple, avec Léa, justement, quand il vient lui demander de l'argent et qu'elle dit non, et puis qu'elle lui renvoie à la gueule ce que le personnage d'Alice lui a répété de ce qu'il avait dit devant le notaire. Il dit, vous comprenez bien qu'on ne donne pas, elle prend sur elle, hein, à ce moment-là, tu sens qu'elle est fragile en disant ça. Mais bon, elle dit, voilà, quand même, t'as dit un truc dégueulasse, donc je ne vais pas non plus... Et je voulais que quand il se lève comme ça et qu'il se retourne et qu'il lui balance ce truc comme une serpe de comment un enfant, en lui balançant ça, je me souviens les premières fois où il y allait, il y avait une sorte de bonhomie de quelqu'un, et je disais, non mais Olivier, je te jure, mais il me dit, mais c'est horrible ce que tu me demandes. Je dis, mais oui, mais il est là le personnage, c'est-à-dire qu'il a cette bonhomie, enfin cette espèce de truc de... C'est ce que j'appelle les hommes à mouchoirs. C'est pour ça que souvent, ils s'épongent, ces gens qui s'épongent tout le temps par... c'est comme si... Et en même temps, quand quelque chose de méchant sort, c'est d'une violence inouïe. C'est-à-dire... ça... Donc la manière, évidemment, de le filmer à ce moment-là et de lui demander de prendre vraiment le temps en la regardant comme si elle était source de gens qui se tuent, quoi, des enfants, quoi. Toi et c'était pas évident pour lui, ça. Enfin, parce que c'est vraiment, moi, je trouve ça glaçant, quoi, de se dire, de prendre le temps. Elle pourrait se foutre en l'air derrière, en vrai. Il n'en a aucune conscience. C'est d'abord, là je viens de te demander du pognon, tu me refuses. Et là il y a cette méchanceté absolue, mais d'une bêtise absolue. Mais qu'est-ce que c'est dur. C'est dur de jouer la méchanceté à l'écran. Moi je trouve ça intéressant. Mais la méchanceté a tellement de couleurs que c'est. Et puis parfois on peut. De l'incendie, on pourrait dire. Non mais voilà. Je pense qu'on peut. C'est toujours plus intéressant quand on l'humanise, c'est-à-dire que si on fait des monstres, alors c'est moins intéressant parce que ça nous renvoie pas à nous-mêmes. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est les moments où on
peut avoir, où l'individu est complexe, il y a des réactions. C'est ce qui est intéressant pour le cinéma, pour les histoires et à observer dans la vie. C'est pourquoi cette personne, ça c'est pas le bien et le mal, c'est toujours quelque chose qui des fois c'est comment dire, ça se mélange parfois, c'est pas linéaire. Ouais. Après, il y a quand même un truc, c'est que c'est beaucoup plus quand même difficile d'incarner les héros. Par exemple, typiquement le rôle de Léa dans le film est beaucoup plus complexe que le rôle des méchants. Mais pour une raison qui est assez simple, c'est que un héros, on se dit on va avoir de l'empathie, on va l'aimer. D'accord ? Mais souvent, pour l'aimer, ça veut dire que ce qu'il fait, c'est bien. Et qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui fait qu'on s'interroge sur le monde, sur les choses et tout, c'est ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire, vous êtes journaliste, vous voyez bien que les journaux sont gavés que de mauvaises nouvelles. Tout ce qui est bonne nouvelle ne se vend pas, quoi. Plus le fait divers sera atroce, plus d'essayer de comprendre comment ces gens-là ont fait ça, sans ça. Si les grèves deviennent vraiment très dures, ça devient un peu intéressant. Tout est bloqué. On ne peut plus passer du tout. Si c'est une grève dans une société, machin, on s'en fout un peu, enfin ça intéresse. C'est-à-dire que tout ce qui est ça donne de toute façon un intérêt dès le départ, dès qu'un méchant, une méchante est à l'écran, voilà. Même parce que tu fais, oh là là, l'acte en lui-même, de toute façon va porter l'acteur ou l'actrice, même si elle est mauvaise, même s'il est mauvais. Tu dis c'est mieux quand ils sont bons, parce que, parce que justement on amène de la richesse dedans, on va les complexifier et tout ça. Mais les rôles de héros, c'est une tanasse, souvent, parce que ça veut dire savoir laisser la place au rôle secondaire, parce que si tu veux tout le temps être en lead de chaque scène, de chaque truc, tu vas épuiser le récit et épuiser le public. C'est-à-dire moi, au bout d'un moment je suis épuisé en fait. Je veux pas se mettre un peu dans l'ombre, là j'en ai marre de le voir, quoi. Donc il y a cet aspect-là, et puis de se dire que tout ce que tu vas faire va être bien, finalement. Donc comment t'accroches le côté elle me passionne dans ce qu'elle est en train de vivre, elle me passionne dans ce... Alors je pense qu'il faut avoir des acteurs extrêmement fins, extrêmement riches à la réactivité de rentrer dans le projet, ce qu'elle est là typiquement, c'est-à-dire une grande actrice, ça si tu l'as pas, t'es mort, une grande actrice qui soit au travail, et une grande actrice qui soit au travail avec toi, c'est-à-dire qui est d'accord de rentrer dans ton monde, c'est-à-dire qui n'est pas tu vois, en train à chaque fois, ah ouais mais non, tu vois, parce que quand tu fabriques ton film, tu fabriques ton monde, et tu essaies de faire rentrer tout le monde dedans, la déco, les costumes, évidemment, en premier lieu, les acteurs, et donc quand tu fabriques cette chose-là, tu fabriques le hors-champ, tu fabriques tout ce qui est... tu as besoin que les acteurs ils soient avec toi, avec leur talent d'abord, mais avec toi. Et là-dessus, tu peux avoir des acteurs et des actrices très talentueuses ou très talentueux qui sont dans une posture où ils ne veulent pas rentrer dans le monde, dans le tien. Et du coup, tu fais, ouais, mais là, le talent, tu ne sais pas quoi en faire. Parce que c'est comme si, voilà, j'avais un monde où on chante, et puis c'est un monde où il y a quelqu'un qui vient d'un monde où on crie. Et tu dis, ouais, mais tu vas chanter là sur le truc. Et tu fais, ah mince, on va pas y arriver. Je sais pas. Et pour ça, il faut des gens vraiment au travail. Et Léa, alors, c'est la quintessence de ça. Enfin, fait partie de ces acteurs et de ces actrices-là où elle vient, je pense, chargée de plein de trucs qui la regardent, c'est le travail des acteurs, on est tous dans... Voilà. Mais elle arrive sur ton plateau. Et donc, ceux qui ne veulent pas s'en servir, parce que, enfin, je suis interprète aussi, on en parlait un peu hier avec Claire, je sais pas, moi, peut-être j'ai fait une centaine de films, combien de fois j'ai été dirigé sur 100 films? Allez, si je dis 3, c'est beau. On n'est jamais dirigé. Donc nous, on est obligé de venir avec notre petit matos, quoi.
parce que les gens ont peur, les acteurs, enfin peur, pas peur, mais ils ne savent pas comment. Pour les plus sympas, c'est ça souvent. C'est des gens qui sont cinéastes et tout ça, mais qui ont ne savent pas exactement quoi dire à part peut-être plus. Ok, tu fais bon. Ouais. Est-ce qu'un peu. Non, je sais pas, mais bon, j'exagère, mais je sais pas, on est une race qui angoisse un peu pour diverses raisons. Donc on est rarement quand même dirigé, et quand on est dirigé, on est super content. Pas d'être dirigé à la baguette, hein, c'est pas la question, mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas peur de toi, c'est des gens qui ont quelque chose à te dire pour à chaque fois te nourrir de quelque chose, parce que tu sens que leur projet, tu t'inscris dans leur projet. Et quand on est acteur, on n'a qu'une envie, c'est de s'inscrire dans un projet, sinon on fait nos films. Voilà. Et donc, cette notion d'avoir, comme on est obligé de venir toujours avec notre sac à dos, notre nourriture, tu fais, c'est fabuleux d'avoir la capacité de se dire, ah là c'est bon, là et de mettre tout son truc en déballant le sac à dos en disant, mais je suis là, ok, j'adore, c'est fabuleux. Et ça change quoi d'être face à un réalisateur acteur? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? En fait, ce qui est formidable, c'est que Clovis est acteur, donc il a énormément d'expérience comme acteur. Donc, d'abord, il a énormément préparé le film. Et il nous connaissait bien. Je pense qu'il avait déjà réfléchi un peu à chacun quand il a fait le casting de chaque. Je pense que tu avais une intuition sur la personnalité de chacun et comment on allait probablement se comporter sur le plateau, mais enfin, on peut toujours avoir des surprises. Et que, étant acteur, il sait exactement ce que chaque scène, chaque situation, ou de sa mise en scène aussi, peut appeler, peut convoquer comme engagement. Et il sait comment rendre le plateau confortable, c'est-à-dire pas dans le sens douillet, mais confortable dans la concentration, dans l'attention et dans la délicatesse. Et dans le respect, en fait. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'un metteur en scène qui te parle doucement, qui te dirige en te parlant doucement, ça change tout. Plutôt que ça te permet de rentrer... Si toi, tu es un acteur qui a besoin de t'englober d'une certaine rêverie pour rentrer dans la scène, ou pour... Ben voilà, plus c'est délicat comme ça, et plus c'est facile, en tout cas pour ma part. Et donc Clovis, il connaît bien ça, il sait de quoi on a besoin pour... il sait que si, par exemple, il y a un technicien qui va me dire, et ça arrive souvent, et c'est pas grave du tout, c'est comme ça, non, attends Léa, mets-toi plus par là, ça m'arrange pour mon truc, ce qui arrive 9 fois sur 10, Clovis, il va intervenir, il dit, en fait, il nous protège beaucoup, voilà. C'est-à-dire que la direction d'acteur, ça n'appartenait qu'à Clovis sur le tournage, et quand un technicien avait besoin de quelque chose, il parlait à Clovis, il faisait le lien, ce qui permet de rester dans une ambiance et dans un état. Parce que parfois, ce qui est dur pour nous, sur les plateaux, comme il se passe tellement de choses, des choses extrêmement, parfois banales et ça, c'est de rester dans cet état qui est parfois nécessaire pour des scènes difficiles, surtout quand il y a des scènes, des plans séquences, mais après, chaque comédien fonctionne différemment. Mais quand même, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup à ça. Oui, puis je pense que ce que disait Léa, par exemple, c'est vrai que sur tous mes films que je fabrique, je dis au chef de poste et aux techniciens de ne pas aller voir les acteurs à part en camarade, Oui. voilà. Mais ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que chacun s'arrange. Le principe d'un tournage, c'est que chacun s'arrange. Les acteurs aussi, hein, c'est-à-dire, tu n'arrives pas à dire trop une phrase, tu dis, je sais pas si cette phrase est vraiment bien. Souvent, tu fais pas le chemin pour aller vraiment à la phrase. Peut-être elle n'est pas vraiment bien, mais peut-être elle est mieux que celle que tu es en train de dire, Ouais. mais c'est peut-être un chemin un peu plus compliqué. Donc, de temps en temps, les acteurs s'arrangent. Le chef opérateur avec qui tu bosses, toi tu dis, tu vois, le cadre, je veux vraiment qu'il s'arrête là et j'aimerais qu'on ait le haut de la porte sur ce côté pour, voilà, pour moi, ça, donc mets-moi vraiment le cadre là, quitte à changer de focale, on sera mieux et tout ça. Et puis
tu vas parler d'un truc qu'on installe derrière, tu reviens et puis tu dis mais on n'a pas la porte là. Ouais, mais je me disais c'est pas mal. Ouais, mais non, en fait, tu te disais, mais en fait, prends-moi la porte vraiment. Et là, tu te rends compte qu'il faut qu'il bouge. Évidemment, 3 projos. Et ces 3 projos, ils gagnaient du temps à pas les bouger pour le plan d'après. Donc, ils s'arrangeaient mais de manière naturelle. Après, tout ça, quand tout le monde s'arrange, ça vient jusqu'à une scène où gentiment, hein, comme dit Léa, mais tu peux avoir un ingénieur, un chef opérateur qui te dit super, t'as vu, ça vient de derrière, si tu peux prendre le contre juste, tu joues toi. Nous on a l'habitude, donc tu fais un machin, le mec t'a dit penser au petit projet derrière, l'ingénieur du son il dit fais gaffe parce que ça frotte un peu de HF. Si tu peux juste pas mettre donc ça et après moteur et ça part et tu commences à jouer et tu joues avec, mine de rien dans la tête, je fais gaffe au projet derrière et je ne veux pas que ça frotte sur le truc. Je demande moi aux acteurs de ne pas penser à ça. C'est pas leur problème. On doit nous régler nos problèmes. Et si effectivement il y a un moment où je me dis c'est vachement beau quand elle s'avance et qu'elle est à contre avec vraiment de cette manière-là, alors à moi de dire à Léa par exemple, on parle et je lui dis c'est peut-être intéressant qu'elle dise au personnage qui est en face, juste si tu fais à quelqu'un, tu lui dis vraiment ça pour que, comme si tu la perçais. Et ben moteur manana, elle va faire ça, elle a le projo, le truc est ouvert et ça joue. Et tu fais, on a réglé la chose parce qu'on a amené, ça a du sens qu'elle s'avance. Si c'est pour cacher, si c'est pour avoir un joli plan, c'est de la merde pour moi. Si c'est habité, c'est habité. Son problème, moi ce que je demande aux acteurs, c'est qu'ils soient habités au présent dans ce qu'on est en train de faire. Le reste, c'est à nous de donner du sens à ce qu'on demande aux gens. Et pareil pour quand tu es avec ton cadreur et tout ça, c'est pareil. C'est pas pour le faire chier que je lui dis je veux qu'il y ait la porte et tout ça. C'est parce que ce plan-là me raconte quelque chose de très clair dans la narration que je me suis fait du film. Donc tu dis on va y arriver. Oui, c'est chiant, mais on va y arriver. Puis après, on est super content. Puis en fait, tout le monde est content parce que Léa a le sentiment d'avoir joué, de ne pas se poser de problème, de trucs à la con, qui ne la regarde pas finalement. Et puis nous, on est heureux parce que Rosy, le plan est beau, le son est chouette. Finalement, on a perché, il a pris qu'à la perche. J'ai dit, je m'en fous, moi. Donc, c'est une manière de... Où tout le monde est responsabilisé à son endroit. Et que ce soit pas que les gens deviennent... On ne fait pas des films pour s'arranger, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Et c'est c'est commun. Mais c'est gentil, hein, c'est jamais agressif. Les gens ils disent pas Léa, s'il te plaît, ou machin, jamais. Mais c'est toujours le petit signe, le petit truc, tu vois. Et je dis, mais c'est chiant. C'est comme si Léa, pendant qu'elle jouait, ou juste avant, elle dit au cadreur fais gaffe. Pourquoi il m'a fait un signe, tu vois? Non, mais non mais c'est plein de choses, effectivement, quand on est acteur, parasite, quoi. Clovis est passé du côté de la mise en scène, même tout en jouant dans le film, mais toutes ces embûches, il les connaît. Tous ces trucs qui ont dû... Toi, t'en étais sûrement sur des tournages, c'est des choses voilà, qu'il a appréhendées, c'est toujours un plus pour nous. Quelqu'un hier soir dans la salle a loué votre image, votre étalonnage, c'est pas courant dans le public. Ça veut dire que c'est important pour vous? Oh là, mais il n'y a pas un truc qui n'est pas important. Il n'y a pas un truc, franchement, mais c'est sincère. Hein. C'est pour ça alors ça peut paraître... c'est une réalité absolue. C'est-à-dire quand tu as la chance de fabriquer du cinéma, tout est langage. Il n'y a pas une chose dans un film et c'est ça qui est... c'est que, à part le gustatif, tu as tous les sens, quoi. Alors, du coup, ça met... je peux passer des heures, par exemple, sur le bruit d'une porte, parce que quand tu es au montage son
et qu'avant de faire le mixage et qu'on cherche l'univers dedans, évidemment qu'une porte hors champ raconte et le décor, raconte ce qu'on ne voit pas et dramatise une scène ou pas. À quel endroit je la dramatise. Donc il y a dans le film des oiseaux qui ne sont pas en France en vrai. Mais parce que c'est une sorte de sonorité d'oiseau que tu mets à certains moments. De temps en temps, tu prends des qualités d'air, par exemple de souffle, dans les arbres, alors qu'il n'y a pas d'arbre à l'image. Et parce que en fait, ça induit au spectateur, tu lui mets des choses, tu lui donnes des informations en permanence de la nature de la scène. Donc, la colorométrie, les contrastes, les couleurs, la manière dont un personnage passe dans une pièce puis dans une autre. Toi, tu te racontes un millier de choses quoi, avec ça. Donc forcément, l'image, c'est un vecteur d'écriture immédiat, quoi, parce que voilà, ça t'apparaît. Et puis le cinéma, c'est a priori aussi de l'image quand même. Donc tout est passionnel, quoi. Tout est passion quand tu fabriques ton film. Ou en tout cas, c'est mieux de je pourrais pas le faire autrement. Voilà. Et c'est génial parce que justement, tu t'interroges en permanence sur tout. Qu'est-ce que je peux amener à cet endroit-là? Et chaque chose a son heure, quoi. Alors en gros, moi j'écris la mise en scène bien avant le tournage, même avant la préparation. Donc voilà, parce que je m'interroge sur chaque séquence, qu'est-ce que je veux raconter avec, pourquoi je veux faire ce mouvement de caméra. La seule chose que je garde pour le tournage, c'est je choisis pas les focales avant, mais je choisis les valeurs de plan et les mouvements, parce que c'est ça l'écriture. Après, les focales, je trouve que c'est vrai que quand tu es sur le tarmac, c'est pas pareil. Je sais que le gros plan sur Léa, il y a le gros plan que je veux d'une certaine manière, c'est-à-dire dans un axe et tout ça, qui est déjà pensé, mais en revanche, tu peux te dire, tu avais pensé mettre un 75, tu vois, en étant à cette distance, et tu te rends compte qu'avec le 50 plus près, en fait, on est mieux. Il y a un truc qui se passe qui est plus graphique. Sur le moment. Voilà. Et je trouve que les focales, je les décide jamais avant. Mais les valeurs de plan, oui, bien avant. Et c'est un bonheur de fabriquer, parce que tu fabriques tout. C'est dément, t'as tes baguettes. C'est une boîte à outils, le langage cinématographique. Ah oui. Ouais. Et puis alors vraiment, il y a du tu mets les mains dedans. Le Parce cambouis, que, quoi. ah ouais, il y a vraiment des trucs où, je te jure, si les gens savaient comment c'est fait, avec mon chef-op sur tous les films, il y a des plans, j'ai dit, putain, on va faire ça et tout. Il me dit, ah ouais, mais Claude, on peut pas avec ça. Il faut qu'on trouve le moyen de passer de là à là en gardant la même distance pour qu'on ait ce truc-là. Comment? Alors on réfléchit, on bosse avec le chef Machino, on réfléchit, il fait des tubes, des trucs, c'est ce qu'on appelle la grue polonaise, quoi. On prend des tubes, des machins pour faire des choses qu'on ne fait qu'une fois. Parce qu'on accroche une caméra au bout d'un machin qu'on tire comme ça et tu te dis mais c'est ouf. Parce qu'en fait tu peux pas le faire ni avec un drone, ni avec une grue, ni avec... Et puis on trouve. Et à chaque fois, quand c'est pas pour s'amuser, tu vois, c'est parce que tu dis ce plan-là, alors tu essayes de le simplifier en disant ouais, il faudrait... Il y a plein de fois où tu fais ah non, finalement, tout simple, bim, la dolly, le truc, on passe et je simplifie. Ça sert à rien de partir dans les... Mais il y en a certains où tu dis ouais, mais narrativement, et donc comme tout le monde est assez enthousiaste au travail, hein, et dans mes équipes, l'idée c'est pareil, c'est de les alimenter pour que aussi on soit pas... les gens ne viennent pas voilà, en traînant les pattes, genre ouais je vais t'en vendre aujourd'hui, ok, hein. Mais qui est cette espèce voilà, d'excitation, d'envie. C'est important ce qu'on fait, quoi. Ça c'était Chabrol, c'est un truc qui m'avait vachement marqué en bossant avec Claude. C'est autant je trouve que d'un point de vue de réalisation pure, il n'a pas des films qui sont très complexes et qui sont... Mais il y a une chose que je trouvais, que je lui ai prise,
c'est sacraliser la prise. C'est-à-dire quand on dit moteur et qu'on tourne, en vrai c'est peut-être celle-là qu'on monte. Et que maintenant qu'on n'a plus de pellicule, il y a un petit côté, tu lances le moteur un peu vite, quoi. Et donc tout le monde un peu s'entraîne. Tu vois, tu as un peu ce côté, bon bah là puis ça commence à bouger un autre projet, puis un autre truc, mais attends, je comprends pas. Ce qu'on a tourné avant, alors c'est... Parce que pour les acteurs, ça peut être la première. Pour le réalisateur, ça peut être la première. Donc la sacralisation aussi de la prise, ça veut dire aussi dire à tout le monde, on est prêt. Parce que si toi, tu te la pètes pas, si tu es avec la perche et que tu es rentré alors que, tu vois, on a dit on est prêt, tu fais, bah non gars, alors me dis pas t'es prêt. Parce que si dès la première prise, tu vois, t'as le petit machin qui n'arrête pas de se balader au-dessus, tu fais, non, c'est un foutage de gueule. Tu connais les focales, tu sais les trucs, il n'y a aucune raison. Ou alors, répétons, tu vois, il n'y a pas de problème. On répète, mais la prise, c'est la prise. La prise, elle doit être magique, parce que c'est peut-être celle-là. Et donc, il faut... Et ça, Claude, lui, il disait... Alors, lui, il était radical, moi, ça me faisait rien, j'y croyais pas au début. Mais je lui avais dit, quand il m'avait proposé le film avec Depardieu, il me dit... je dis, tu sais, moi, il n'y a pas de problème pour travailler, pour tout ça et tout. Ouais, elle se casse.